bonjour à tous et à toutes. Je vous vois pas, mais voilà, je vous devine à travers l'écran. Effectivement, moi, je vais intervenir sur la question du droit à l'information en temps de crise, et en l'occurrence ici en temps de guerre, avec l'invasion russe en Ukraine depuis le 24 février dernier. Et mon propos va surtout être d'insister sur la manière dont les crises agissent comme justement des catalyseurs des restrictions au droit à l'information, en essayant de montrer voilà, les différentes formes que ça peut prendre et que ça a pris dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec notamment la criminalisation des journalistes indépendants, la censure des médias, mais aussi la propagation de la mésinformation sur les réseaux sociaux, et de montrer justement comment eh bien, ces phénomènes-là vont venir impacter les droits humains et plus particulièrement vont venir priver la population russe, en l'occurrence ici, d'informations absolument essentielles pour pouvoir se forger une opinion éclairée. Et c'est quelque chose qu'on a pu constater assez fréquemment, malheureusement, dans les contextes de crise, qui vont être souvent effectivement des contextes complexes ou confus. Et donc, les points que j'aimerais aborder, mais bon, j'imagine qu'il y aura un temps aussi de questions-réponses peut-être à la fin, mais c'est de voir effectivement comment ce conflit en Ukraine vient affecter le droit à l'information et plus largement d'autres droits. Comment peut-on garantir la liberté d'expression tout en luttant par ailleurs contre la désinformation et notamment les appels à la haine ou la propagande en faveur de la guerre, et puis revenir peut-être rapidement sur la responsabilité des États et des géants du numérique, puisqu'on va le voir, beaucoup d'informations ou de désinformations vont passer par ces plateformes-là. Alors peut-être simplement, avant de rentrer dans le cœur du sujet de la situation en Ukraine et là en l'occurrence en Russie, revenir très rapidement, et s'il y a besoin de préciser, on y reviendra plus vite, mais sur quelques définitions et quelques concepts que je vais utiliser après pour voilà, on voit bien de quoi il est question. Comme je vais essentiellement parler du droit à la liberté d'expression, il est important de souligner que ce droit comprend le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de toute espèce. C'est un droit absolument fondamental, précisément parce qu'il vient conditionner de nombreux autres droits, et donc il permet à chacun et chacune de jouir de tout un éventail d'autres droits. Et quand le droit à la liberté d'expression est attaqué, eh bien, ce sont souvent beaucoup d'autres droits humains fondamentaux qui sont également en danger. Il est aussi important, me semble-t-il, de rappeler que la liberté d'expression s'applique à toutes sortes d'idées, y compris à des idées qui peuvent être profondément offensantes. Et donc, c'est un droit qui doit être garanti et protégé, et qui ne peut être restreint que dans certaines conditions extrêmement précises et prévues par le droit international. Et donc, il existe des circonstances dans lesquelles, effectivement, la liberté d'expression peut être légitimement restreinte, donc en vertu des textes relatifs au droit international, notamment lorsque celle-ci bafoue les droits d'autrui, sert à faire l'apologie de la haine ou va être utilisée pour inciter à la discrimination ou à la violence. Donc, c'était simplement rappeler ça en préalable, l'importance du droit à la liberté d'expression qui est consacré dans de très nombreux textes internationaux, et les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir le restreindre, à savoir poursuivre un objectif légitime au regard du droit international, et que cette restriction soit proportionnelle et nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement à la réalisation de ce droit. Voilà, c'était quelques points que je voulais rappeler en préalable. Et toujours un peu en préalable, revenir sur des notions qu'on utilise beaucoup et dont les contours peuvent parfois être flous. Et on va le voir que dans le contexte de la guerre en Ukraine, la question de la définition d'une fausse information, par exemple, ou de la désinformation, cette question-là se pose. Donc, simplement rappeler ce qu'on peut entendre donc, par mésinformation et désinformation, sachant qu'il n'existe pas de définition universelle, universellement reconnue, mais traditionnellement, le terme désinformation va être utilisé pour qualifier la diffusion d'informations fausses ou d'informations inexactes sans intention malveillante.
par opposition au terme désinformation qui désigne également une diffusion d'informations fausses ou inexactes, mais avec une intention délibérée de propager ces informations dans le but donc d'induire en erreur ou de tromper. Donc c'est pour ça, nous, Amnesty International, on utilise plus souvent le terme mésinformation que désinformation, parce qu'il est toujours très difficile de prouver l'intention qui est derrière la diffusion. Mais quand on arrive à le faire, effectivement, là, on va plus facilement parler de désinformation. Le terme de fausses nouvelles, de fausses informations ou d'infox, ce sont des termes qui, à l'origine, vont venir désigner de fausses informations, donc alors souvent ici sensationnalistes, ou qui vont être créées et partagées pour générer des réactions, pour générer des revenus, parfois publicitaires, ou dans le cadre justement de campagnes de désinformation ou de propagande. Ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que ces termes-là ont aussi été utilisés par différents responsables politiques pour qualifier de vraies informations ou des commentaires, opinions légitimes, justement en vue de les décrédibiliser, de discréditer un certain nombre d'articles, de points de vue, et justement de délégitimer les causes que ces personnes vont porter. Donc effectivement, on a là une utilisation abusive et partant une instrumentalisation, en tout cas dans le cas de la Russie, des instruments judiciaires, on va le voir, du système judiciaire qui permet de cibler les voix critiques, ou en tout cas celles et ceux qui diffusent des informations qui, on va le voir, ne correspondent pas au narratif officiel. Voilà pour les propos préliminaires, c'était peut-être un petit peu long, mais je pensais que c'était important effectivement d'avoir ce cadre-là en tête pour la suite. Alors maintenant, si on revient à ce qui nous intéresse ici, qui est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Russie, dans le cadre enfin en tout cas depuis l'invasion en Ukraine, eh bien c'est véritablement une guerre de l'information. En tout cas, nous, Amnesty International, on le présente comme ça. Et donc c'est important de faire un pas de côté et de regarder le contexte plus large qui a précédé aussi le 24 février dernier, puisque ça fait des années qu'on travaille sur la Russie et qu'on a pu observer qu'il y avait une véritable répression à l'encontre des voix critiques, des voix contestataires qui vont être donc prises en étau à la fois entre une législation qui va venir les criminaliser, qui va venir censurer cette critique d'un côté, et puis de l'autre côté, une propagande d'État qui va viser à les faire passer pour des ennemis internes, des ennemis de l'intérieur. Et donc, on a vu un certain nombre de lois adoptées ces dernières années par les autorités russes, précisément pour discréditer ces voix contestataires. Alors, j'ai cité là sur la présentation la loi sur les agents de l'étranger, qui est une loi de 2012 initialement, qui visait des organisations, mais qui a ensuite été étendue aux médias, puis aux personnes qui diffusaient des informations, et qui donc les oblige d'apposer cette mention agent de l'étranger sur absolument toutes leurs publications. C'est extrêmement stigmatisant, qui leur impose un certain nombre de reporting, enfin en tout cas dans toutes leurs activités, doivent rendre compte sur absolument tout ce qu'ils font. Certaines activités leur sont également interdites. On voit bien là qu'il y a une instrumentalisation de cette loi par les autorités politiques, tout simplement pour empêcher les voix critiques de s'exprimer. Quelques années après, donc la loi sur les agents de l'étranger, c'était 2012, ça a évolué évidemment, mais dès 2015, on a vu apparaître une autre loi sur les organisations indésirables. Pareil, qui empêchait ces organisations de mener leurs activités tout simplement sur la base d'accusations de mise en danger ou de venir ébranler la sécurité de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater ces dernières années, un rétrécissement des espaces de la société civile en Russie, un arsenal législatif utilisé comme outil de répression à l'encontre des voix critiques. Si on regarde simplement l'année passée, 2021, on a vu à quel point, au moment d'échéances politiques fortes comme les législatives de septembre, tous les opposants politiques ont été écartés, que la censure a fonctionné à plein. On a vu sur la fin de l'année des organisations historiques comme l'organisation Mémorial
être liquidés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours depuis longtemps. Donc quand le 24 février dernier, la Russie vient envahir l'Ukraine, ce qu'on constate, c'est une accélération en réalité de cette répression, les taux qui se resserrent encore davantage sur la société civile russe. Et c'est pour ça que je parlais de guerre de l'information qui vient faire écho à la guerre sur le terrain en Ukraine. Et on a pu constater que les autorités russes déclenchent à ce moment-là une répression sans précédent à l'échelle nationale et galopante en réalité contre le journalisme indépendant, contre les manifestations anti-guerre, contre les voix dissidentes. Et donc, ça prend plusieurs formes. Évidemment, la fermeture ou le blocage de médias indépendants. Il faut savoir que quand Poutine est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est s'attaquer aux médias. Donc, on reste dans cette logique-là, de contrôler le discours officiel. Donc, ces médias se sont vus obligés de suspendre leurs activités pour nombre d'entre eux. On pense notamment à Novaya Gazeta, qui était un peu ce dernier bastion du journalisme indépendant, qui a tenté dans les premières semaines qui ont suivi l'invasion de documenter malgré tout ce qui était en train de se passer et qui finalement, acculé par des avertissements, a dû suspendre ses activités. C'était tout un symbole qui était envoyé puisque Novaya Gazeta, c'est la continuation de l'information suite au conflit en Tchétchénie, etc. Donc, c'est très, très marquant pour la population russe. Ce sont très rapidement les journalistes indépendants qui ont dû fuir le pays. Alors, plus de 150, c'était un chiffre que nous, on a pu documenter. 150, aujourd'hui, on est vraisemblablement bien au-delà. Ce sont des journalistes qui continuent de documenter depuis l'exil sur les plateformes comme Telegram ou YouTube. Très rapidement également, les autorités russes ont fermé Facebook et Twitter pour maîtriser, là encore, le flot d'informations. Et puis, début mars, une nouvelle loi a été adoptée en toute hâte par les autorités russes, une loi qui vient criminaliser donc, ces fameuses fausses informations lorsqu'elles portent sur les activités des forces armées russes ou qu'elles viennent discréditer les troupes russes et leurs activités. Il faut savoir que cette loi va porter un gros coup puisque les personnes qui sont poursuivies dans le cadre de cette loi encourent jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour avoir donc diffusé des fausses informations avec tous les guillemets d'usage. Un exemple très parlant de ce verrou et de ce verrouillage des voies critiques et de l'information, c'est l'interdiction purement et simplement des mots guerre ou invasion, ainsi que des appels à la paix. Et vous avez peut-être vu ces images assez marquantes de manifestants ou même de journalistes interrompant le journal télévisé officiel avec une pancarte justement pour dire on vous ment, ne croyez pas, il y a cette guerre en cours, ou alors les manifestants qui allaient dans les rues tout simplement avec un panneau vierge, blanc, puisque les mots guerre et invasion étaient eux-mêmes interdits. Donc, ce qui se passe ici, c'est une persécution qui va bien au-delà de tout ce qu'on a pu constater précédemment, qui vise tout simplement à museler les manifestants anti-guerre, les militants et les médias. L'arsenal législatif qui est utilisé et la persécution judiciaire prendrait proportions assez inédites. Les personnes qui sont arrêtées pour avoir critiqué la guerre vont se retrouver sous le coup d'un éventail absurde de chefs d'inculpation, encore une fois simplement pour avoir exprimé leurs opinions ou même simplement mentionner le fait que cette fameuse opération militaire spéciale est en réalité un conflit. Et donc, elles sont accusées de tout un tas de chefs d'inculpation, de discréditer les forces armées, de diffamation, d'escroquerie. Un mois après le début de l'invasion, on a pu dénombrer au moins 60 procédures judiciaires ouvertes contre des personnes ayant manifesté pacifiquement contre la guerre ou critiqué
publiquement les autorités russes, disent de ces affaires au moins concerner des personnes poursuivies justement en vertu de la nouvelle loi sur les fausses informations. Selon, et ça c'est tout récent, selon 3 organisations russes locales qui continuent de documenter ce qui est en train de se passer, et selon un rapport que ces 3 organisations ont remis à l'ONU, aujourd'hui, il y aurait plus de 3000 structures de défense des droits humains ou de mouvements politiques, de médias ou de personnes qui sont bloquées, qui sont interdits, qui sont empêchés de travailler. Et il y aurait plus de 2000 procédures qui ont été ouvertes pour dénigrement de l'armée russe. Donc, on voit les proportions que ça prend, et quand on voit les peines qui sont aujourd'hui prévues dans cette nouvelle loi, effectivement, ça donne le vertige. Donc, ce qui est important de garder en tête toujours, c'est que ce qui se joue ici avec cette répression, encore une fois, sans précédent, c'est littéralement la capacité des populations d'accéder à une information fiable, impartiale, objective. Et donc, en contrôlant comme ça les médias et le narratif officiel, les autorités russes vont venir priver la population de cet accès et donc la priver de sa capacité à se forger une opinion éclairée. Et on a pu recueillir, nous, des témoignages, effectivement, de familles russes qui se trouvaient extrêmement fracturées, par exemple, entre certains membres de la famille qui n'ont, par exemple, accès qu'aux journaux télévisés officiels et donc à la propagande relayée par les médias, la propagande d'État, et qui vont rentrer un petit peu en opposition avec d'autres membres de la famille, par exemple, qui, via Telegram, via YouTube, vont avoir accès à d'autres informations. Et donc là, on voit bien que c'est un déchirement aussi au sein des familles, parce que cette information plurielle indépendante n'est pas accessible. Quelques points qui me semblaient importants à préciser aussi autour de cette notion de fausses informations et de ce qui est permis et pas permis, ce qui constitue ou pas une atteinte aux droits humains. Il me semblait important de rappeler qu'en soi, la diffusion de fausses informations ne constitue pas une atteinte aux droits humains. Et bien que cela puisse avoir des répercussions sur tout un tas de droits humains, l'interdiction en tant que telle de la diffusion de fausses informations n'est pas compatible avec le droit relatif aux droits humains. Ça, c'est quand même une chose à garder en tête, et c'est aussi l'argument qu'on oppose face à ces lois dites pour lutter contre les fausses informations, et qui en réalité sont des restrictions du droit à la liberté d'expression. Cependant, et c'est important de le noter, puisque dans le contexte de la guerre en Ukraine, la diffusion de fausses informations ou d'informations malveillantes pourrait entraîner des atteintes aux droits humains, et notamment pour des contenus qui constituent de la propagande en faveur de la guerre, des appels à la haine ou des attaques visant des journalistes ou des défenseurs des droits humains. On a pu le constater par le passé dans de nombreux situations de conflit. Le risque que ces contenus qui constituent donc de la propagande ou des appels à la haine entraînent des violences dans le monde réel est considérablement accru en période de conflit. Et donc, la diffusion de ce type de contenu doit être interdite par la loi, mais pas forcément région d'infraction. Donc, c'est là tout l'équilibre qu'il faut réussir à trouver, puisque d'un côté, l'interdiction purement et simplement de la diffusion de fausses informations, c'est une restriction illégitime du droit à la liberté d'expression. Par contre, interdire des contenus qui vont constituer de la propagande en faveur de la haine, en faveur de la guerre, ou des appels à la haine qui vont ensuite entraîner des violations des droits humains dans le monde réel, est pleinement compatible avec le droit à la liberté d'expression. Et donc, c'est important de le rappeler, parce que ça va venir aussi opposer un certain nombre d'obligations vis-à-vis des différents acteurs. Et ça sera justement mon dernier point sur les responsabilités et les réponses à apporter à la fois du côté des États et des entreprises. Pour nous, le point le plus fondamental, c'est que la privation et la répression du droit à la liberté d'expression ne sont pas des moyens légitimes, en réalité, d'éviter la panique en temps de crise ou de lutter contre la mésinformation. Ça n'a jamais été
une bonne réponse adaptée et adéquate, justement pour répondre à ce phénomène-là. Et donc, les États ont en soi l'obligation de respecter les droits humains et précisément à la place de cette censure qui est mise en place, qu'on voit en Russie, le droit international offre une autre voie que la Russie et les États en général devraient suivre justement pour minimiser l'impact de la mésinformation et de la propagande, tout en protégeant le droit à la liberté d'expression. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre la désinformation, contre justement cette propagande d'État, c'est d'essayer de créer un environnement qui soit favorable à la liberté d'expression, c'est de garantir l'accès à une vaste gamme de sources d'informations et d'idées. Et donc, lutter contre la désinformation, en réalité, peut revenir, en tout cas le moyen le plus efficace reste de garantir la liberté d'expression, de garantir le pluralisme des médias, de garantir la diversité des points de vue et donc la confrontation des idées et le débat d'idées. Et c'est ce qui permettra à chacun et chacune de se forger une opinion éclairée. Et donc, puisque je mentionnais les réseaux sociaux qui jouent une part importante dans ces phénomènes de désinformation ou de mésinformation, eh bien, il me semblait important de rappeler que les entreprises, Facebook, Twitter ou autres, ont aussi une responsabilité en matière de droits humains, responsabilité notamment de respecter le droit à la liberté d'expression, c'est très net, mais en même temps, elles ont aussi cette responsabilité justement de se soumettre à l'interdiction des appels à la haine, en prenant des mesures de modération sur leur plateforme pour que, effectivement, celle-ci ne soit pas utilisée pour inciter à la violence, à l'hostilité ou à la discrimination. Et c'est un point très important, en fait, puisque ça touche au fonctionnement même et au modèle de développement de ces réseaux sociaux, qui est un modèle commercial qui est conçu pour attirer des gens, pour les garder un maximum en ligne, tout simplement parce qu'en gardant les gens en ligne, on va pouvoir récolter un maximum de données personnelles sur ces personnes et qu'on va pouvoir établir des profils et ensuite pouvoir les revendre à des courtiers en données pour générer des revenus publicitaires. Et c'est le revenu principal des plateformes comme Facebook ou Google, c'est la publicité. Et donc, la publicité ciblée fait partie de leur business model. Et c'est pour ça qu'on va retrouver bien souvent les algorithmes de ces plateformes qui viennent amplifier la mésinformation, les contenus clivants. Ces plateformes vont prioriser des contenus qui sont incendiaires, qui sont extrêmes, parce que c'est ce qui fait le plus écho aussi aux émotions, c'est ce qui garde les personnes en ligne souvent le plus longtemps, mais c'est ce qui va créer le plus de risques d'atteinte aux droits humains dans le monde réel en réalité. Donc, c'est toujours important d'avoir aussi en tête la manière dont ces plateformes fonctionnent et c'est pour ça que Amnesty International appelle à une refonte aussi du modèle commercial de cette économie qui est fondée, qui est liée sur l'attention. Pour justement lutter contre les causes profondes et systémiques des appels à la haine, à la mésinformation, et pour qu'on puisse tous et toutes avoir accès à des informations plurielles et pas imposées et être en capacité de se forger une opinion éclairée. Et on interpelle notamment dans le cadre du conflit en Ukraine, c'est aussi important que ces plateformes prennent des mesures fortes, cohérentes, globales pour ne pas venir alimenter justement la désinformation en ligne. Et donc, en guise de conclusion, désolée si j'ai été un petit peu longue, les points qui me semblent importants à retenir, ou en tout cas, moi, ce que je voulais souligner, c'est ce que je disais en introduction, hein, les crises viennent catalyser les atteintes au droit à l'information et ce qui se passe aujourd'hui en Russie depuis la guerre en Ukraine est une illustration extrêmement frappante de cette accélération des restrictions du droit à l'information. Ce qui se joue pour les États, en l'occurrence ici la Russie, c'est bien de contrôler le narratif officiel, le discours officiel et tout ce qui va venir s'écarter de ce discours officiel va être réprimé et donc discrédité, délégitimé. Et puis, donc ça, c'est du côté des États. Alors,
pour les géants du numérique, l'enjeu, c'est de capter l'attention et les données de leurs utilisateurs et utilisatrices. Donc là, il y a un enjeu plutôt de modération par rapport à ces plateformes. Et pour nous, effectivement, le droit international, tel que je le rappelais au début, avec les différentes obligations des acteurs, mais aussi l'encadrement du droit à la liberté d'expression et les circonstances très strictes dans lesquelles il peut être restreint ce droit à la liberté d'expression, eh bien, ce cadre-là permet de rappeler justement chacun de ces acteurs à la responsabilité et de garantir et de protéger le droit à l'information. Et j'en terminerai avec ce dernier point. C'était un petit peu aussi mon idée d'introduction, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de prendre en compte ces questions d'accès à l'information, de liberté d'expression, parce que, encore une fois, ça vient conditionner énormément d'autres droits humains. Là, on parle d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'opinion, en l'occurrence, se forger une opinion éclairée. On a pu voir dans le cadre d'autres crises, et je pense notamment à la crise Covid, par exemple, c'était directement le droit à la santé qui était impacté. Donc voilà, donc toujours garder en tête que en s'attaquant à ce droit, c'est pas un hasard effectivement si un régime répressif va directement et en premier lieu s'attaquer aux médias, s'attaquer aux plateformes qui diffusent des informations, s'attaquer aux personnes qui proposent un discours autre que le discours officiel. Il s'agit bien là de verrouiller la société civile, d'empêcher les réactions et d'imposer un narratif.